Bonjour à tous, bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Merci d'être avec nous, vice-président du Rassemblement national, tête de liste en Ile-de-France. Ce sera en direct tout à l'heure à 16h sur LCI. Emmanuel Macron prononcera un discours pour commémorer les 200 ans de l'anniversaire de la mort de Napoléon. C'était il y a 200 ans, jour pour jour. Je sais que vous, au RN, vous auriez aimé qu'il en fasse plus, mais face aux contestations, à la controverse, il ne se dérobe pas, dit l'Élysée. Vous saluez ce choix ? Je pense qu'un certain nombre de nos dirigeants et de personnes aujourd'hui dans la classe politique ont un peu la grandeur honteuse et qu'on essaie peut-être à tort de calquer des réalités sociales d'hier dans la société d'aujourd'hui. Moi, je considère que la dette, que la France a une dette immense à l'égard de Napoléon. Parce qu'il a été un des plus grands dirigeants français à tourner notre pays vers la grandeur. Et que l'héritage napoléonien, il est partout aujourd'hui. L'État moderne s'appuie sur l'héritage napoléonien, le Code civil, le Conseil d'État, les préfectures, les lycées, le baccalauréat, la Légion d'honneur. Donc on voit bien qu'il y a une volonté aujourd'hui d'un certain nombre de personnes dans la classe politique, de certaines mouvances, notamment à gauche et à l'extrême gauche, de déconstruire notre histoire. Et nous, face à ces déconstructeurs, eh bien, nous disons que la France est un tout, que la France est un ensemble. Mais alors, Emmanuel Macron n'est pas un déconstructeur. Aussi, Emmanuel Macron l'assume. C'est le premier chef d'État à commémorer Napoléon depuis Pompidou. Les autres n'ont pas osé. Avec une cérémonie qui est discrète et que l'héritage napoléonien voudrait que probablement on en fasse davantage pour célébrer notre histoire. Emmanuel Macron a dit il y a quelques jours, il a dit il faut déconstruire l'histoire de France. Eh bien, nous ne considérons pas qu'il faille déconstruire l'histoire de France, mais qu'il faille au contraire l'enseigner, la transmettre, l'honorer, parce que nous en sommes aussi les continuateurs. Alors, et vous connaissez la célèbre phrase de Napoléon, de Clovis au comité de salut public, j'assume tout. Et c'est vrai que la tendance aujourd'hui de nos dirigeants politiques est dans la repentance, plutôt que dans une forme de transmission d'héritage qui nous a été léguée par l'histoire de France, qui est grande et belle. J'assume tout. Doit-il rappeler Emmanuel Macron dans son discours tout à l'heure que le rétablissement de l'esclavage en 1802 est une faute dans le parcours de l'empereur? Oui, il peut le rappeler. Parce que l'histoire de France, encore une fois, elle est complexe. Mais les réalités d'hier ne sont pas les réalités d'aujourd'hui. Sur ce point-là, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais évidemment qu'il y a des points sombres, obscurs. La traque, l'assassinat probable du duc d'Enghien l'est également. L'esclavage l'est également. Mais voyez, on ne peut pas résumer la carrière d'un homme, ce qu'il a fait en 14 années, rendez-vous compte, tout ce qu'il a fait en 14 années d'exercice du pouvoir à la tête de l'État, à la tête de l'Empire, et il restera l'un des plus illustres des Français. Regain de confiance, tiens, dans le dernier baromètre publié par Paris Match, Emmanuel Macron remonte à 41% d'opinion positive en termes de dynamique, c'est donc positif. Vous faites partie des Français qui approuve le calendrier progressif de déconfinement, puisque c'est sans doute cela qui justifie cette remontée. Écoutez, quand vous êtes en prison et que le gardien de prison vient vous ouvrir la cellule, vous ne pouvez être que ravi, et probablement il remonte un peu dans votre estime. Il faut quand même se souvenir que la France a pris depuis plusieurs mois des mesures de restriction qui ont été drastiques, qui ont été parmi les plus drastiques en Europe. Beaucoup de mesures ne se justifiaient pas. On a par exemple fermé les petits commerces, les commerces de proximité, avec ce terme un peu humiliant de commerce essentiel, commerce non essentiel, qui était assez humiliant à leur égard, alors même qu'un certain nombre d'études scientifiques, notamment un rapport de l'Institut Pasteur qui avait été remis en fin d'année 2020 au gouvernement, indiquait qu'il n'y avait pas plus de risque à transmettre ou à recevoir le virus dans les petits commerces. Et puis on a encore aujourd'hui l'un des couvre-feux. C'est ça qui fait baisser sans doute aussi le taux d'incidence. Ah, je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'encore une fois, c'est une mesure qui a été prise de manière arbitraire et les rapports scientifiques n'établissent pas de corrélation entre la diffusion de l'épidémie et les commerces de proximité. Alors c'est vrai que les épidémiologistes disent un peu tout et leur contraire, c'est vrai qu'on a un peu du mal à s'y retrouver. La vérité, c'est qu'on vaccine aujourd'hui au rythme de l'escargot, que le désastre vaccinal dans lequel nous sommes plongés depuis le mois de janvier, alors même qu'un certain nombre de nos voisins européens ont pu trouver des solutions, ne sont pas restés les otages impuissants de la bureaucratie européenne, parce qu'on sait que l'Union européenne a raté cette étape essentielle qui était les commandes d'abord de masques, puis de vaccins, que l'Allemagne, par exemple... On peut rester sur la France. L'Allemagne vaccine plus vite que nous. 1 million de personnes par jour. Vous savez pourquoi, entre autres? Non. Allez-y. Parce qu'il y a une adhésion plus grande à l'AstraZeneca. Mais surtout... C'est documenté. Je voudrais, sur ce sujet de l'AstraZeneca... Et pour une autre raison, également.
Pour un autre sujet, ils ont plus de vaccins parce qu'ils sont plus nombreux, et puis parce que aussi l'AstraZeneca suscite moins de méfiance. Mais sur ce sujet, vous aviez dit, moi, l'AstraZeneca, c'est pas pour moi. D'abord, est-ce que vous maintenez, est-ce que vous n'avez pas entretenu cette méfiance qui, aujourd'hui, compromet le rythme de vaccination? Alors, je suis très humble sur l'aura de mes déclarations publiques. Je pense que c'est le gouvernement qui a entretenu la confusion sur AstraZeneca. Souvenez-vous, pendant plusieurs jours, on nous a dit AstraZeneca, aucun problème. Je vais vous répondre, aucun problème avec AstraZeneca. Le lendemain, on nous a expliqué que finalement, on suspendait pour reprendre la campagne quelques heures après. Donc, évidemment que le gouvernement, par ses mensonges, ses injonctions contradictoires, a alimenté la défiance à l'égard d'AstraZeneca. AstraZeneca, on nous a dit dans un premier temps, on ne peut pas vacciner les personnes âgées avec, pour au final nous dire il faut le réserver aux plus de 55 ans. Donc évidemment, tout cela ne participe pas d'une lisibilité, d'un climat de confiance. Est-ce que vous maintenez votre à titre défiance? personnel, je le maintiens, et à titre personnel, si j'avais la possibilité de me faire vacciner, je préférerais me faire vacciner par un vaccin d'ARN messager comme Pfizer ou Moderna qui a fait ses preuves dans d'autres pays de manière beaucoup plus efficace. Je pense par exemple à Israël qui a peut-être plus de recul que nous aujourd'hui. Mais les médecins jettent des doses d'AstraZeneca à cause de cette défiance. À cause du gouvernement, il y a du temps perdu, il y a des vies perdues. Vous ne jouez pas, vous, je ne dis pas que vous êtes le seul responsable, vous avez raison d'être humble sur ce sujet, mais vous, en tant que responsable politique, forcément, en disant publiquement que vous ne prendriez pas l'AstraZeneca, est-ce que vous reconnaissez que vous alimentez la défiance et donc que vous jouez contre l'intérêt général? Madame Martichoux, je n'alimente rien du tout. Ça fait 1 an et demi que le gouvernement prend des décisions complètement contradictoires, qu'il se contredit lui-même, qu'il nous dit A le lundi pour nous dire B le mardi, qu'il nous explique en début de l'épidémie que le virus n'a pas de passeport et que contrôler nos frontières n'aurait aucun sens sanitaire, pour nous expliquer exactement le contraire quelques mois plus tard, comme nous l'avions dit. C'est eux qui nous ont expliqué au début de l'épidémie que porter un masque était quasiment plus dangereux que de s'exposer au coronavirus. C'est eux qui ont alimenté la défiance sur les vaccins dès le mois d'octobre. Quand nous avions, vous aviez dit on ne veut pas de l'ARN messager, dans une période... Finalement, vous vous dites c'est mieux que l'AstraZeneca. Vous aussi, il faut suivre. Pardon d'être un peu plus complexe que ça. C'est pas PSG-OM. Voilà, il ne suffit pas de choisir entre un camp ou l'autre. La politique, c'est un peu plus complexe. Et c'est vrai que lorsque au mois d'octobre, nous n'avions que les communiqués des laboratoires, eh bien, pardon de ne pas me fier aux communiqués des laboratoires et d'attendre les résultats de la Haute Autorité de Santé, par exemple. Il n'en reste pas moins qu'un certain nombre, juste pour finir et vous répondre sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure, d'autres pays trouvent des solutions. Voilà, nous, on regarde le train passé. L'Allemagne, on parlait de l'Allemagne, a aussi indiqué qu'elle souhaitait travailler par exemple avec le vaccin russe, qu'elle a commandé 30 millions de doses du vaccin Sputnik, que l'Italie a indiqué... S'il a l'imprémature, si vous permettez, de l'Union européenne. Que l'Italie... oui, mais elle trouve des solutions. L'Italie a indiqué qu'elle allait discuter directement, avec Moderna, qu'elle allait mettre en place sur son territoire des usines pour fabriquer le vaccin Sputnik. Alors, et qu'on permet dans un certain nombre d'autres pays la vaccination à un plus large public. Alors, il y a des pays, effectivement, qui font des commandes directes en attendant d'avoir et qui s'en sortent mieux que nous. Qu'est-ce que vous pensez des maires, eux, comme Christian Estrosi à Nice, par exemple, qui ne tiennent pas compte forcément des consignes sur l'âge et qui, dès aujourd'hui, vaccinent les plus de 18 ans? La vérité, c'est que les maires sont totalement livrés à eux-mêmes. Mais ils sont pragmatiques, tant mieux. Ils essaient de trouver, mais bien souvent, les maires, d'ailleurs, ils trouvent des solutions, essaient de pallier les carences de l'État. Je vous donne un exemple très concret. Le gouvernement nous avait promis à la mi-avril la vaccination des enseignants. Cet objectif n'a pas été tenu, ça n'a pas été fait. Julien Sanchez, qui est maire Rassemblement National de Beaucaire, a lui donné une priorité d'accès aux enseignants dans la vaccination. Nous essayons de trouver des solutions au niveau local. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes aujourd'hui l'otage de la bureaucratie européenne, que le gouvernement est passé à côté de cette campagne de vaccination. Nous avions... Marine Le Pen, dès le mois de décembre, avait dit qu'il faut mettre en place des vaccinodromes. Est-ce que le 15 juin, ça n'a pas été fait, le gouvernement. Est-ce que le 15 juin, vous serez un des premiers à aller vous faire vacciner? La vaccination ouvre aux plus de 18 ans, vous dites... je ne sais pas si je serai le premier, mais en tout cas, je vous dis juste que si j'ai la possibilité demain de me faire vacciner, eh bien, je préfère me faire vacciner avec des vaccins dont je vois l'efficacité dans un certain nombre d'autres pays. Le 15 juin, mais c'est bien, il faut l'ouvrir au plus large public. Mais voyez, par exemple, les plus de 80 ans aujourd'hui, qui sont les publics les plus à risque, eh bien, seuls un peu plus d'1 sur 2 a eu les 2 doses de vaccin. Donc on voit bien que ça prend beaucoup de retard et que, évidemment, pendant que les autres pays européens trouvent un certain nombre de solutions, nous, on regarde le train passer. Regardez le Royaume-Uni. Quand ils sont sortis de l'Union européenne, on nous annonçait la fin des temps. Avec combien d'AstraZeneca dont vous vous méfiez? Plus de 60%. Jordan Bardella.
Mais ce n'est pas la question, c'est que la Grande-Bretagne s'est débrouillée avec un vaccin qui est fabriqué sur son territoire. La France a fabriqué, a mis au point un vaccin par une de ses startups qui s'appelle Valneva. La France n'a pas souhaité le soutenir. Du coup, c'est la Grande-Bretagne qui a mis les moyens dedans et qui va probablement pouvoir bénéficier de ce vaccin. En priorité, parlons de l'Île-de-France. Vous êtes à 19% dans un récent sondage en Île-de-France. Si vous vous qualifiez au second tour, vous êtes le numéro 2 dans l'ordre d'apparition dans le sondage, loin derrière Valérie Pécresse, largement favorite. Si vous vous qualifiez, vous ferez alliance avec qui pour espérer gagner ? Je ne ferai pas d'alliance avec Mme Pécresse ou avec Mme Pulvar, qui sont aujourd'hui les mieux placés pour se retrouver au second tour. Je ferai alliance avec tous ceux qui souhaitent aujourd'hui voir revenir la sécurité en Île-de-France. Voilà, qu'ils viennent de la droite, qu'ils viennent de la gauche, mais nous souhaitons nous mettre en place une région qui protège. C'est une compétence régalienne, la sécurité, c'est pas une compétence régionale. Oh, mais la région a un certain nombre de leviers pour agir. On nous a dit pareil avec la santé. Regardez, on nous a dit la santé, c'est pas une compétence de la région, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Or, pendant la crise, l'Union européenne et la région dans des situations de crise ont mis en place un certain nombre de choses. Donc, nous mettrons en place un certain nombre de mesures. Sur les compétences de la région, Valérie Pécresse a beau jeu de répéter qu'en 2016, le Rassemblement national s'est abstenu sur les initiatives qu'elle a prises. Mais ce n'est pas vrai. D'abord, ce n'est pas vrai. Vous êtes abstenu en 2016. Ce n'est pas vrai. Nous avons voté un certain nombre de dispositifs tout au long de la mandature. Le texte, maintenant, vous êtes très abstenu. franchement... Vous êtes abstenu sur le texte, d'accord ? Mais sur quel texte ? Du texte. Bouclier sécurité. C'est quoi le bouclier de sécurité ? C'est par exemple la possibilité, dans un certain nombre de commissariats, vous savez lesquels, d'avoir installé des SAS, par exemple. Oui. À Sarcelles, par exemple, au commissariat de Sarcelles. Eh bien, nous les avons votés. Nous les avons votés en commission, nous avons voté les affectations budgétaires. Donc, vous voyez, il ne suffit pas de reprendre. Oui, mais elle dit parce que le bilan de la majorité en matière de sécurité, il n'est pas fameux. Et je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas un habitant de la région parisienne qui nous regarde. Il n'y a pas un habitant de la région parisienne qui nous regarde et qui nous écoute ce matin, qui considère qu'on vit mieux en sécurité en Île-de-France qu'on vivait il y a peut-être qu'on vivrait moins 6 bien. ans. Peut-être qu'on vivrait moins bien en Île-de-France si Valérie Pécresse n'avait pas pris... on refait le monde. En tout cas, si les habitants de la région parisienne, si les franciliens me font confiance à la grande liste de rassemblements que nous sommes en train de mettre en place en Île-de-France, avec également des professionnels de la sécurité, eh bien, nous mettrons en place un certain nombre de mesures pour protéger les franciliens. À chaque fois qu'une mairie mettra 1 euro dans la sécurité, eh bien, la région mettra également 1 euro pour accompagner les collectivités. Nous déploierons des agents de sécurité armés dans toutes les gares d'Île-de-France. Alors ça y est, vous avez révisé, parce que la dernière fois quand vous avez posé la question, c'était un confrère du Parisien, vous ne connaissiez pas le nombre de gares en Île-de-France. J'avais donné le nombre de stations de métro. Oui, voilà. Sauf que le chiffre de votre confrère était également faux. Donc nous mettrons en place 800, ce type de mesures, 800 incluant... un peu moins de 800, 750, incluant les stations de métro et l'intégralité des gares à la fois RER et Transiliens. Mais nous déploierons des agents de sécurité armés dans les gares d'Île-de-France et nous lutterons avec la plus grande fermeté contre la multiplication des ghettos et des zones de non-droit qui minent aujourd'hui la région parisienne. Ce sera votre première mesure. Ma première mesure sera de déployer dans les 8 semaines qui suivront notre élection et mon élection à la présidence de la région, ces 2 agents de sécurité armés dans chacune des gares de la région. Cela dit, ça n'est pas vous faire offense que de dire que vous espérez faire le meilleur score possible, mais que gagner la région, ce sera difficile. Ah, ce sont les électeurs qui le diront. Exactement. Mais à la question des alliances, vous me disiez... qui voudra me soutenir. Mais nous avons beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est comme Renaud Muselier en PACA, il dit ça, président sortant, et pas d'accord d'appareil, et finalement, qui veut me soutenir, me soutient. Oui, mais il y a, si vous voulez, il y a beaucoup de... Vous êtes d'accord avec ça ? Non, parce que, d'abord, sur la liste que je conduis en Île-de-France, il n'y a pas que des gens du Rassemblement national. Il y a des gens qui viennent de la droite populaire, il y a des gens qui viennent de Debout la France, il y a des gens qui viennent aussi, y compris de la société civile. Nous sommes en train de construire des gens qui ont aussi une sensibilité de gauche, bien sûr, bien sûr. On dépasse le cadre du Rassemblement national parce que notre volonté, c'est de construire une union nationale à quelques mois de la présidentielle et de rassembler aujourd'hui tous ceux qui veulent construire une alternance à Emmanuel Macron. Je vous dis, Renaud Muselier en PACA, c'est ce qu'il dit. Je dépasse ni droite ni gauche, qui même me suivent. Oui, mais M. Muselier, il veut garder son siège à tout prix. Voilà, aujourd'hui, dans notre pays, à droite, vous avez les LR d'en haut qui vont à la soupe avec Emmanuel Macron et les LR d'en bas. Les sortants RN, il n'y en a pas en région, vous n'avez pas encore réussi à faire des alliances. Il y a des conseillers régionaux sortants en région PACA. Ils veulent garder leur siège, non ? Madame Marthe, Renaud Muselier. Franchement, ça n'a rien à voir. Vous ne pouvez pas comparer des conseillers régionaux sortants qui ont fait 5 ans dans l'opposition
et M. Muselier qui a été au pouvoir et qui est obligé de faire alliance, lui qui était aux Républicains, avec les macronistes pour pouvoir être réélu, car il sait que sinon le Rassemblement national est en position de force pour gagner la région. Or, ce que nous souhaitons faire aujourd'hui, c'est remporter la région PACA. Et je crois que Thierry Mariani, qui est un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, qui a vu l'évolution du Parti des Républicains pendant un certain nombre de temps, il en a été élu député, maire, ministre, il a vu les Républicains aujourd'hui se saborder, se tourner vers Emmanuel Macron et renier leurs convictions. Or, aujourd'hui, nous partageons beaucoup de points communs avec l'électorat des Républicains. Et Marine Le Pen, en 2022, elle sera aussi la candidate de toute cette droite populaire, sociale, qui aspire aujourd'hui à remettre de l'ordre dans le pays, à remettre de l'ordre dans les finances publiques et qui partage avec nous la volonté de ne pas faire réélire Macron parce qu'un nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron serait un nouveau quinquennat de désordre, de chaos, de violence, mais aussi de casse sociale et de saignée fiscale. On aura l'occasion d'en reparler. À l'instant, Gérald Darmanin confirme ce qu'il avait annoncé hier, c'est-à-dire qu'il sera candidat au départemental à Tourcoing. Voilà, c'est un ministre qui tient à son ancrage local. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, pour lui, M. Darmanin, avant d'être ministre de l'Intérieur, est un élu local. Voilà, on ne va pas reprocher à M. Darmanin de garder un ancrage, de garder une réalité sur le terrain. Ce qui me gêne, c'est quand des ministres de l'Intérieur ne font pas ce pourquoi ils ont été nommés. Donc moi, je juge M. Darmanin à son bilan et certainement pas à son ancrage. Et quant à son bilan, nous avons beaucoup de choses à y redire. Et la multiplication dans notre pays des émeutes un peu partout, y compris dans sa ville d'ailleurs, à Tourcoing, démontre que les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont totalement inefficaces et que la seule solution aujourd'hui pour rétablir l'ordre et rétablir la sécurité dans le pays est d'élire Marine Le Pen à la tête du pays dans quelques mois. Le grand club de la région, c'est le PSG. Alors, je suis pas très fan Honnêtement, vous n'êtes pas très fan du PSG. Les politiques et donc ça vous chagrine pas qu'il soit resté au tapis Non, pas du tout. Mais les politiques essaient de faire semblant de s'intéresser au foot et de faire comme s'ils y connaissaient quelque chose, alors qu'ils n'y connaissent rien. Moi, je rentre pas là-dedans. J'ai beaucoup regardé le foot quand j'étais plus jeune, mais j'ai lâché le foot. Et puis c'est le Qatar. Vous n'êtes pas un grand copain du Qatar? Ah, je préférerais effectivement que les clubs français soient sous pavillon, que les clubs français soient sous pavillon français. Je regarde les grandes compétitions nationales et je suis évidemment derrière souvent l'équipe de France. Parce que quand c'est l'équipe de France qui gagne, c'est la France qui gagne, donc je suis très content. Merci Jordan Bardella d'avoir été... Vous avez comme le score en tête, non? Pas du tout. Mais même pas. Non, merci Jordan Bardella, il ne fait même pas semblant. je ferai même pas semblant. C'est pas comme les gars en Ile-de-France. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été notre invité ce matin. C'est pas sympa. C'est vrai. Ce n'est pas sympa. Je suis pas là pour être sympa. Le bouclier de sécurité sur les dossiers régionaux, vous ne connaissiez pas non plus la mesure que nous avions pour le coup votée. Je suis pas encore candidate. Voilà. Merci beaucoup à vous.